Désolé, on a une coupure due à la connexion Internet. On va continuer avec le frère Yao Boni. Aujourd'hui, nous parlons de bourse, comme vous le savez. Il va continuer un petit peu. Voilà. Ok. Voilà, tu peux continuer. Voilà, on était sur la question du CAC 40. Voilà, plus une dénomination qu'un indice. Une dénomination, c'est-à-dire, c'est le nom de baptême du marché financier français. Voilà. Et le CAC 40 en tant qu'indice, vous avez CAC, CAC 40, CAC. Cotation continue assistée. 40, c'est les 40 plus grosses entreprises de France. Peugeot, PSA, Renault, Bouygues et autres. Ces 40 géants-là mènent l'économie française. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le CAC 40 affiche le vert, se porte bien, c'est l'économie française qui se porte bien au travers de ces 40 sociétés. Donc c'est un indice de marché. Et quand on parle de CAC 40, on fait tout de suite allusion au marché français. C'est certainement une dénomination du marché français. Nous aussi, à notre niveau, nous avons des indices à la BRVM. Nous avons la BRVM 10, le BRVM 10 et nous avons le BRVM Composite. Le BRVM 10, c'est les 10 sociétés cotées les plus liquides. Les plus liquides, c'est quoi? C'est des sociétés qui font l'objet de beaucoup de transactions en termes de volume. Voilà, c'est des sociétés qui font bouger le volume des actions échangées sur le marché. Maintenant le composite, c'est toutes les sociétés représentées sur le marché. Voilà, c'est ça le composite. En fait, ces indices-là permettent à l'investisseur plus ou moins averti, en un clin d'œil, de se faire une idée de la santé du marché. Voilà, quand on dit que l'indice est ouvert, ça veut dire que le marché se porte bien. Quand on dit le CAC 40 est ouvert, ça veut dire que l'économie, sinon le marché français, se porte bien. Voilà. D'accord. Ok. Donc, par exemple, en Côte d'Ivoire ici, quelles sont les sociétés où on peut investir facilement pour avoir des retombées? Et puis, quelles sont les sommes un peu? Est-ce que, par exemple, on peut investir avec 1 million, 500 000, 200 000, ou bien on doit investir plus dans certaines sociétés que tu connais? Ok, d'abord, parlons de la bourse, de l'épargne en bourse. Vous pouvez mettre votre épargne en bourse dans des actions de sociétés cotées. Attention, il ne faut pas confondre une société cotée avec une société tout court. Il y a des grosses sociétés comme Orange ou MTN, pour ne citer que ceux-là, qui ne sont pas cotées. Donc, vous ne pouvez pas acheter leurs actions comme ça sur le marché de la bourse. Il faut que ces sociétés soient cotées, c'est-à-dire que ces sociétés soient sur le marché de la bourse. Vous avez des sociétés comme Solibra, Sirius qui sont représentées sur le marché de la bourse. Donc, pour ces sociétés-là, vous pouvez acheter des actions. Vous pouvez acheter des actions. Une fois ces actions achetées, vous jouissez des droits comme tout autre actionnaire. Vous pouvez aller aux AG, vous avez droit au vote, vous pouvez décider, contribuer à la décision, à la prise de décision effectuée dans ces sociétés. Vous pouvez bénéficier de dividendes et tout autre avantage que confère cette société. Donc vous avez des droits. Et puis aussi, rappelez-vous que la quantité d'actions que vous pouvez avoir pour ces sociétés cotées dépend du montant de l'épargne que vous aurez effectué. Voilà. Plus vous en mettez, plus vous avez la capacité d'acheter des actions. Pour celui qui a 1 million de francs CFA disponible sur un compte, il peut s'acheter des actions à hauteur d'1 million de francs CFA. Et ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et plus vous achetez, plus vous avez la possibilité de recevoir de dividendes. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas un montant précis qui est indiqué. Peut-être le montant initial, je dis bien initial, c'est-à-dire le montant d'ouverture du compte, dépend des conditions de chaque SGI. Il y a des SGI qui demandent 3 millions pour l'ouverture d'un compte. Il y a des SGI qui demandent 300 000 francs pour l'ouverture d'un compte. Je vais vous laisser le choix de vous renseigner. Mais toutes les SGI n'ont pas les mêmes conditions d'ouverture du compte. Donc il n'y a pas un montant, je dirais,
fixe pour commencer en bourse. Maintenant, avant d'ouvrir un compte, vous pouvez, comme je l'ai dit au début, vous établir un plan d'épargne. Un plan d'épargne, c'est quoi? Si vous êtes allé chez une SGI qui vous dit, bon, pour ouvrir un compte chez moi, c'est 300 000 francs. Vous n'avez pas les 300 000. C'est pas pour autant que vous ne pouvez pas ouvrir un compte. Déjà, à votre niveau, vous pouvez déjà épargner jusqu'à atteindre les 300 000. Une fois que les 300 000 sont OK, vous ouvrez votre compte et continuez ce principe d'épargne jusqu'à ce que ces 300 000 là, en termes d'épargne, puissent atteindre plus. Et plus vous en aurez, plus vous aurez la capacité d'acheter des actions. Et plus vous avez la capacité d'acheter des actions, plus vous avez la possibilité de recevoir du dividende. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah, ok. Donc, si je comprends bien, comme tu l'as bien expliqué, il faut que je parte voir une SGI. Oui. Et pour ouvrir le compte là-bas, Oui. dans la SGI. Et au niveau de la SGI, selon les différentes SGI, il y a des prix pour ouvrir les comptes TICS, des montants qui peuvent varier selon les SGI. Et c'est là, après, maintenant, que tu peux acheter maintenant des actions. Des actions. Je comprends maintenant. Des actions ou obligations. Ou des obligations. Quelle est la différence entre actions et obligations? Alors, la différence est toute simple. Actions de société, c'est des petits bouts de papier comme ça, qui représentent une partie du capital. C'est la plus petite particule du capital d'une société. Quand vous détenez cette action, vous êtes copropriétaire de cette entreprise. Donc, ça veut dire que vous êtes associé, vous êtes considéré comme associé dans le capital d'une entreprise. Au même titre que celui qui est actionnaire majoritaire, tout ça. D'accord. Voilà. Parce qu'aux AG, on vous convoque. Vous avez le droit d'y être. Vous avez le droit de bénéficier des dividendes, mais à hauteur de la quantité d'actions que vous détenez. C'est ça. Contrairement aux obligations, les obligations, c'est la plus petite particule d'une dette, d'une créance. C'est-à-dire quoi? Une société a besoin d'argent. Elle ne passe ni par les banques pour avoir du crédit. Elle n'ouvre pas son capital pour avoir de nouveaux actionnaires. Elle va demander de l'argent à un public. Ce public-là va mettre à disposition ce montant d'argent et elle va diviser, je dirais, cette créance en petits bouts de papier, et celui qui aura contribué à cette créance se verra être le créancier de cette société. C'est-à-dire que la société lui doit. Et la société a promis lui payer et son capital et ses intérêts. C'est ça la différence. Donc, à la différence d'une action, une obligation, je dirais, elle promet certes moins de risque. Moins de risque, certes, oui, parce que ça ne fluctue pas comme ça. Oui. C'est très lent. Oui. Et elle promet, je dirais, moins de bénéfices, contrairement aux actions. Les actions ont plus de bénéfices. Raison pour laquelle les obligations sont, je dirais, c'est un produit financier que les investisseurs trouvent le plus sûr. Quand il y a les crises, oui, les gens s'orientent vers les obligations. Parce que là-bas, on te promet un montant, on te promet de te rembourser, on te promet un taux d'intérêt fixe. Oui. Voilà. Donc c'est plus sûr, tout le monde sait qu'on va payer. Que ce soit un emprunt obligataire d'État, oui, ou bien que ce soit un emprunt obligataire de société. Oui. Là-bas, quand on dit qu'on va payer, on va payer. Et on respecte un calendrier. Voilà. C'est la raison pour laquelle c'est l'un des moyens d'épargne les plus sûrs. Ah, ok. Mais là-bas, c'est plus lent. C'est lent. C'est lent en termes de retour sur investissement. Voilà, de retour sur investissement. On ne gagne pas grand-chose, mais au moins, parce qu'il y a un taux fixe. On peut aller à 1 an, 2 ans, 5 ans. Oui, ça dépend des obligations. Chaque obligation a ses modalités. Il y a des obligations qui sont étalées sur 6 ans, 8 ans. Je pense que vous avez l'occasion de voir souvent les emprunts obligataires d'État. Oui, on le voit souvent. Côte d'Ivoire, souvent c'est étendu sur 10 ans, voilà, 9 ans, 8 ans. Et il y a des taux. Il y a des taux d'intérêt qui varient. C'est du 5, 5,50, 4,50, ça dépend. Chaque obligation a ses modalités. Ok, donc on donne un cas pratique. L'État a lancé, comment je peux dire ça, une campagne
comment je peux dire ça, d'obligation, c'est pas, c'est ça, c'est ce qu'on dit, Obligataire. d'emprunt obligataire. Et quelqu'un veut contribuer à hauteur, par exemple, de 10 millions de francs CFA. En général, est-ce qu'il doit le faire automatiquement pour ne pas que on lui dise qu'il n'y a plus d'obligation à acheter? Il peut attendre. S'il fait que, par exemple, on a un taux de 4,5%, combien il peut gagner comme ça? Un exemple en situation pratique. Ah, mais ça revient au calcul. Un simple calcul. Il a déjà toute. Il a déjà, je dirais, tous les critères à sa disposition. C'est à lui d'établir son calcul. Maintenant, oui. Attention, il y a une nuance. Oui. Par moment, les gens confondent le cadre oui. de l'économie réelle et le cadre de la réalité du marché. D'accord. Attention. Je vais prendre l'exemple des actions du marché, actions pour faire aisément comprendre. Quand vous achetez les actions d'une société, vous êtes actionnaire. Vous justifiez des droits de tous les actionnaires. Okay. Mais sur le marché de la bourse, ces actions-là deviennent des titres. C'est-à-dire que vous ne vous contenterez pas seulement des dividendes. Vu que ces actions sont cotées, c'est-à-dire donc, vu que ces actions, le prix est fixé sur le marché, vous pouvez aussi profiter des fluctuations. Si vous avez acheté une action à 500 francs, le marché peut décider que, ou bien les tendances du marché peuvent orienter le prix de l'action à une hausse. C'est-à-dire les 500 francs peuvent devenir 1500 francs. Donc, du coup, vous pouvez saisir l'opportunité de vendre vos actions et d'empocher les 1000 francs de bénéfices. Ça, c'est possible grâce au cadre du marché de la bourse. Ce qui n'est pas possible pour une société qui n'est pas cotée. Un actionnaire d'une société qui n'est pas cotée ne peut pas faire ça. Alors qu'un actionnaire d'une société cotée, lui, il peut faire ça. Donc, il ne faut pas oublier ces deux dimensions-là. Maintenant, l'emprunt obligataire aussi est titre sur le marché obligataire. Est titre. Donc, ça veut dire qu'on peut transposer ces emprunts-là sur le marché de la bourse. Donc, avant, pour quelqu'un qui aura acheté des obligations, il n'est pas obligé d'attendre l'échéance. Si c'est sur 10 ans, il n'est pas obligé d'attendre les 10 ans. Il peut vendre sa part avant d'atteindre l'échéance. Et là encore, les fluctuations varient au pourcentage sur la valeur nominale des obligations. S'il a acheté l'obligation à 10 000 francs, ça peut varier à la hausse ou à la baisse. Je ne sais pas si je me fais bien. Oui. Donc, il peut ne pas percevoir certes les intérêts, mais il peut rattraper lui ses intérêts en revendant à quelqu'un d'autre un peu plus cher. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier la dimension du marché. Donc, il y a la dimension de l'économie réelle, certes, mais il y a la dimension du marché que le marché offre. Voilà. Ok. Concrètement, sur, par exemple, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, vous êtes des professionnels. Est-ce que les Ivoiriens investissent beaucoup? Est-ce que on les retrouve beaucoup à la BRVM, en train de suivre des comptes? Est-ce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui s'intéressent à la bourse? Si je m'en tiens au taux de... Déjà même au taux de bancarisation, oui. Le taux de bancarisation n'excède pas les 20% de la population active. Voilà. C'est-à-dire que quand vous prenez la population de la Côte d'Ivoire, vous appliquez moins de 20%, ça représente le nombre de personnes qui ont un compte en banque. C'est ça. Ça ne dépasse pas les 20%. Donc déjà, le taux de bancarisation est faible. D'accord. Venir parler de la bourse, c'est trop on atteint à peine les 5%. À peine les 5%? Bon, moi je pense. Ouais, les 5%. Donc c'est comme c'est réservé à une élite. C'est réservé à une élite. Des connaisseurs. Bien sûr. D'accord. C'est réservé à une élite. Donc, relativement faible, je dirais. Oui. Très faible. Très faible. D'accord. Une autre question encore. Peut-on investir avec la monnaie franc CFA dont l'avenir est plus qu'incertain? Va-t-elle disparaître en cas de disparition? Quand sera-t-il des investissements? Elle peut-elle déprécier à tout moment vu qu'elle dépend de l'euro, la zone euro
est touché par une crise actuelle d'ordre économique et structurel. Est-il raisonnable d'investir sur le marché des capitaux CFA? C'est un peu long, je reprends. Hein. Peut-on investir avec la monnaie franc CFA dont l'avenir est plus qu'incertain? Va-t-elle disparaître? En cas de disparition, qu'en sera-t-il des investissements? Elle peut être dépréciée à tout moment vu qu'elle dépend de l'euro. Disons la zone euro est touchée par une crise actuellement d'ordre économique et structurel. Est-il raisonnable d'investir sur le marché des capitaux franc CFA? Bon, vous voyez, c'est une question qui nécessite une réponse toute simple. On ne va pas rentrer dans une sorte de mécanisme de convertibilité euro-CFA. Je dirais tout simplement que quand vous achetez un bien, oui, et que la monnaie qui vous a servi à acheter le bien, ou la monnaie du pays dans lequel vous vous trouvez fluctue, ça a un impact véritablement, voilà, ça a un impact vraiment sur, voilà, je dirais, le pouvoir d'achat de celui qui a acheté ce bien, sans doute. Mais on ne parlera pas de convertibilité euro-CFA dans ce cas d'espèce. Si vous avez acheté des valeurs, il y a déjà une régulation au niveau de l'inflation. Donc on ne va pas parler d'inconvénients. On ne va pas parler d'inconvénients, il n'y aura pas d'inconvénients. Sauf que si en cas de dévaluation, c'est le pire qui puisse arriver, en cas de dévaluation du CFA, il y aura un réajustement des valeurs des titres achetés, des actions achetées, voilà, à la hauteur voilà, du niveau de valeur de cette monnaie-là. Donc tout aussi simplement. oui. Donc ça n'a rien à voir avec l'euro parce que il est dit même dans le mécanisme de convertibilité entre l'euro et le CFA est endossé. Et en griffe, oui, c'est un avantage, oui, voilà, pour le CFA qui reste jusque-là, qui n'est pas fluctuant. Voilà. Donc c'est un avantage en griffe qui n'est pas fluctuant. Cela ne risque pas de mettre à mal, je dirais, l'épargne des gens. Voilà. Ça n'aura aucun incident. Ok, ça marche. Avant-dernière question. Est-ce qu'on peut investir dans les entreprises chinoises? C'est-à-dire investir sur un marché étranger. Voilà, c'est un marché étranger. Oui. Aujourd'hui, il y a des plateformes digitalisées. Voilà, je dirais les marchés financiers sont digitalisés. Autant que quelqu'un de la diaspora puisse se trouver à des milliers de kilomètres de la Côte d'Ivoire et puisse investir ici, autant que vous puissiez le faire en Chine, en France, et tout ça. Et il suffit seulement de rentrer en contact avec voilà, une entreprise de courtage qui est l'équivalent des SGI ici. Là-bas, on ne parle pas de courtage. Voilà, là-bas, on parle de courtage. Ici aussi, c'est des courtiers. Oui, oui. Mais on les appelle SGI. Mais là-bas, on peut ne pas les appeler SGI. D'accord. Ils vont juste dire brokerage, voilà, quelque chose, voilà. Une entreprise de brokerage, voilà. Ça, c'est des courtiers. D'accord. Voilà. C'est eux qui font l'intermédiation là-bas. Voilà. Donc, vous approchez une entreprise de courtage et je pense qu'elles ont la capacité de vous ouvrir un compte et de pouvoir mettre à disposition les outils de gestion. Ok, la dernière question. Est-ce que les sociétés d'e-commerce sont-elles rentables actuellement? Par exemple, j'ai vu l'action de Jumia qui était à l'ordre de, je sais pas, 3,5 $, un truc comme ça. Côté sur quel marché? Bon, il faut que je regarde le site. Hein. Ah. Sur les sites, j'ai vu ça. Quel site? Bon, je sais pas. Je peux regarder. Mais j'ai vu que, par exemple, l'action de Google Alphabet est très élevée. Hier, par exemple, si je me rappelle bien, on était à 1 500 $. Voilà. Moi, je vais donner un conseil aux personnes qui investissent sur des marchés étrangers. D'accord. Quand je dis marché étranger, c'est dit, je suppose que ces personnes ne vivent pas, ne sont pas résidentes dans le pays où se trouvent ces marchés. Il faut faire très attention parce que si vous êtes investisseur sur un marché étranger, alors que vous ne vivez pas dans ce pays-là, ça ne constitue pas un problème. Mais vous êtes par moment déconnecté aux informations liées à ce marché. D'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier que
la dimension de la bourse est dûment impactée par la réalité économique, par la conjoncture économique, par la vie économique de ce pays. La psychologie des investisseurs sur le marché est influencée par les perspectives économiques, par les actualités économiques de ce pays. C'est très important. C'est pour ça, si vous allez aux États-Unis, par exemple, ou bien vous prenez un investisseur américain, D'accord. et vous prenez un investisseur que je suis, moi vivant en Côte d'Ivoire, l'avantage que j'aurai par rapport à l'investisseur américain, c'est que lui n'a pas grandi en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est qu'il ne connaît pas la culture managériale des sociétés en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, il ne connaît pas, je dirais, le caractère des sociétés en Côte d'Ivoire. Donc, pour ce dernier-là, tant bien même qu'il soit un investisseur aguerri aux États-Unis, quand il viendra en Côte d'Ivoire, il sera obligé de se former ou bien de se renseigner. Parce qu'il ne connaît pas l'environnement économique de la Côte d'Ivoire. Ok. Donc, c'est très important. Quand vous décidez d'investir sur le marché d'un pays, il faut se former ou bien se renseigner sur les perspectives économiques, sinon le caractère économique de ce pays-là, pour comprendre, je dirais, le fonctionnement de ces entreprises. Parce que quand on ne sait pas, on est dans l'incertitude. Quand on est dans l'incertitude, on est exposé à des risques. Quand on est exposé à des risques, on est surpris par, je dirais, des chamboulements. Voilà, on est exposé à des surprises, de fluctuations. On ne comprend pas le fonctionnement de certaines entreprises, alors que ces entreprises ne se portaient pas bien. Vous êtes allé investir et vous êtes surpris du dénouement. Voilà. Donc, il faut toujours se former et s'informer voilà, du mécanisme économique de ce pays. Voilà. C'est très important. C'est pour cela que j'ai parlé, par exemple, du cas de Jumia. Le mois passé, je pense que la société mère, ils ont quitté, ils ont pris tous les capitaux, ils sont sortis du capital de Jumia, c'est Rocket Internet. Donc c'est pour cela que je parle un peu de ça. Avec ce que tu expliques, je comprends dès lors que pour pouvoir maximiser souvent les gains, il faut pouvoir trouver soit peut-être des startups ou bien des entreprises dont l'action n'est pas encore très élevée, mais qui ont des fortes possibilités de croissance. C'est pas ça un peu? Pour pouvoir maximiser. D'un point de vue général, le principe se confond à ça. Oui. D'un point de vue général. D'accord. Mais quand on rentre en profondeur, oui, il faut faire attention. D'accord. C'est vrai que le principe est d'acheter des actions moins chères en vue de les revendre plus chères. Oui. Mais qu'est-ce qui va faire que l'action aura une bonne perspective de hausse? C'est ça. C'est la lecture qu'on se fait de cette perspective-là. Bien sûr. Je prends un cas simple. Oui. Dans le principe, il est dit que quelqu'un qui est enfant est condamné à grandir. C'est clair. Un enfant de 5 ans, il est condamné à avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans et plus. Il est condamné à grandir. S'il ne souffre pas d'anomalie de croissance, il va prendre en taille. Donc le fait de parier sur sa taille, déjà, vous garantit une croissance. Net. Un gain. Un gain. Ok? Mais attention, et qu'est-ce qui vous dit que l'enfant aussi n'est pas né? Car à ses 5 ans ou à ses 10 ans, il va arrêter de grandir. Qu'est-ce qui vous dit ça? Rien. Raison pour laquelle il faut rentrer en profondeur et bien diagnostiquer les choses. C'est vrai qu'une entreprise qui commence, telle que les startups, oui, qui sont des entreprises à forte potentialité de croissance, oui, peuvent exploser du jour au lendemain au travers des technologies disruptives et autres. D'accord. Qui sont très consommées en ce moment. D'accord. Mais attention, les startups aussi sont très fragiles. Oui. Parce qu'elles commencent avec une certaine capitalisation marginale. Elles ne sont pas financées pour la plupart d'entre elles. C'est ça. Et elles meurent très vite. C'est ça. Raison pour laquelle c'est un couteau à double tranchant. Autant que tu puisses t'enrichir sur une startup, autant que tu puisses tout perdre. Donc, il faut diagnostiquer ces startups-là. Si la startup s'inscrit dans un domaine à fort potentiel de croissance, vous savez que au sein de ces startups, c'est des gens compétents, c'est des gens qui croient en leurs rêves, c'est des gens qui ont des parrainages financiers qui n'hésitent pas. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez miser sur elles. Mais si c'est le cas contraire, attention, parce que aussi il existe ici des startups. Oui. On voit des startupeurs avec des idées géniales, oui, qui ne sont pas soutenus c'est ça. financièrement. C'est ça. Donc ces startups sont
pour la plupart, à 90%, sont condamnés à mourir. Parce qu'une start-up qu'on ne soutient pas va mourir. Ça, c'est clair. Donc, si une start-up venait à être cotée sur notre marché, elles auraient moins d'investisseurs que sur le marché aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, ils ont une politique de financement des startups. Là-bas, il suffit qu'une start-up ait une idée géniale, qui ait une bonne perspective pour qu'elle soit financée. Donc, c'est différent des réalités économiques. Oui, aussi. Donc, ici, on fait attention aux startups. Parce qu'on sait qu'elles ne sont pas financées. Aux États-Unis, on se lance parce qu'on sait que ça dépend des idées. Ok. Donc, ça veut dire ici, en général, on est sur les entreprises traditionnelles. Bien Donc, tu sûr. as cité par exemple, si on fait la publicité, par exemple, la CIE, qui est la compagnie d'électricité, qui est stable, où on peut maximiser facilement là-bas. Mais les startups ne sont pas cotées ici. En fait. Les startups ne sont pas du tout Voilà, cotés même, à la BRVM. C'est important de le préciser. Les startups ne sont pas cotés. Il n'y a pas encore un marché des startups. Les startups ne sont pas cotées. Ok. Est-ce qu'il y a des perspectives ou c'est encore tout à fait dans le... Est-ce qu'il y a des perspectives? Parlons des PME d'abord. D'accord. Parlons des PME. Il y a une initiative qui est lancée pour les PME qui n'est pas encore, je dirais, à son aboutissement. Oui. La bourse a prévu un troisième compartiment pour les PME qui est encore dans sa phase de démarrage et qui, je l'espère, peut-être va atteindre un niveau de croisière qui va permettre de pouvoir lancer les choses. Mais là encore, il y a des difficultés. Donc, parlons d'abord des PME. D'accord. Ok, donc je vous rappelle qu'on a pratiquement fini, M. Yao Boni, qui va se représenter encore, parce que là, on a eu des problèmes. Attends, faut que vous me voyez un tout petit peu. On a eu des problèmes au niveau de Facebook, plutôt YouTube. On voulait diffuser, mais on n'a pas pu diffuser. Donc, nous sommes revenus sur Facebook pour pouvoir vous diffuser. Je rappelle que ce programme se fera en 2 temps. Il y a le frère Dali Bota qui devait y être, n'a pas pu venir parce qu'il travaille sur des marchés étrangers. Donc, ça fait qu'il travaille la nuit et il dort le matin. Donc, on va réorganiser le programme pour que la semaine prochaine, on continue avec la bourse, les investissements. C'est un marché, plutôt c'est un secteur dont beaucoup de personnes ne s'y intéressent pas. Comme le frère Yao Boni l'a expliqué, moins de 5%. Il faut qu'on s'y intéresse pour pouvoir demain avoir des choses solides pour qu'on puisse mener à bien nos projets. Donc, je redonne la parole au frère Boni qui va terminer tout à l'heure. Merci encore et j'espère que vous allez partager la vidéo. On peut continuer. Au temple frère, donc le conseil que je peux vous donner en ces temps qui courent de difficultés, de risques, c'est de beaucoup vous tourner vers les informations et les formations. Déjà, moi, je délivre des formations sur ma page, le guide de l'investisseur en bourse-BRVM. Tu peux répondre? Il y a le guide de l'investisseur en bourse-BRVM sur Facebook. Et je mets à disposition aussi le format PDF de mon manuel, J'investis en bourse. Il suffira seulement de visiter la page et de mentionner votre adresse mail, voilà, sous la rubrique J'investis en bourse. Et je vous enverrai le document PDF pour que vous puissiez vous imprégner du mécanisme et du fonctionnement de la bourse. Sur ce, si vous avez des préoccupations ou des questions, vous pouvez me contacter sur cette page et je vous répondrai. Ok, merci beaucoup le frère Boni. Sur ça, je vous dis à la semaine prochaine et au TEP à vous. Au TEP. Voilà.